Je me souviens par rapport à mes amis d'école qui avaient tous des références de personnes dans leurs entourages qui faisaient tel ou tel métier et du coup qui suivaient la formation pour faire tel ou tel métier. Moi, j'avais pas forcément toutes ces références-là et du coup, j'ai toujours choisi les orientations en fonction du contenu de ce que j'aimais faire. Et ça change, à mon avis, ça change quand même pas mal de choses. Et pour illustrer cet exemple-là, en école d'ingé, il y avait la branche analyse numérique que personne suivait. En gros, tout le monde allait vers la finance. Ouais. C'était très à la mode. Ouais. Il y avait une image du métier où on va bien gagner sa vie. Et moi, j'avais pas forcément de modèle là-dessus. Du coup, j'ai suivi ce que j'aimais. En fait, moi, ça m'a apporté de ne pas avoir forcément ce truc-là parce que j'ai suivi mon instinct, quoi. Bonjour à tous et à toutes, très chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tête à Tête Chercheuse. Je suis ravie de vous retrouver. Et donc, comme d'habitude, dans cette nouvelle saison, je commence par vous présenter l'équipe du jour qui va nous accompagner. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir à nos côtés Nina Aguillon, maîtresse de conférence, et Nastasia Pouradi-Duteil, qui est donc chargée de recherche à l'INRIA. Et je vous rappelle que toutes les trois, nous appartenons donc au laboratoire Jacques-Louis Lyons, qui est partenaire de production de cette saison 3, aux côtés de l'Institut universitaire de France. Nina, Nastasia, bonjour. Bonjour Nathalie, ravie d'être avec toi. Merci, ravie d'être à vos côtés comme toujours. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus et vous vous dites mais qui sont ces femmes, vous pouvez aller écouter le premier épisode de cette saison 3 dans lequel on a pris le temps de faire connaissance avec elles. Donc, après cette petite introduction, c'est le moment tant attendu dans lequel vous allez découvrir l'invitée du jour, celle qui sera à nos côtés aujourd'hui, Nora Aisyouane. Bonjour Nora, bienvenue à toi et encore merci d'être à nos côtés aujourd'hui. On est très contente de t'avoir avec nous. Bonjour Nathalie, bonjour Nina et Nastasia. Bonjour. Merci pour Bonjour cette Nina. invitation. Bonjour Nora. Je suis ravie d'être là. Bon, super. Tout le monde est content d'être là, c'est parfait. Alors, Nora, je suis d'autant plus contente de te recevoir parce qu'en fait, on va le découvrir dans l'émission, tu n'as pas le statut de chercheuse ou enseignante-chercheuse comme les invités qu'on a reçus jusqu'à présent, mais tu es ce qu'on appelle directrice technique au Summit. Donc, je trouve que c'est une super occasion parce que ça fait partie des choses, les gens, quand on dit mathématiques, il y a des métiers qu'ils envisagent très facilement, donc la recherche ou l'enseignement. Et en fait, il y a plein d'autres débouchés qui sont possibles. Et donc, avec toi, on va en découvrir un parmi tant d'autres. Et donc, je ne vais pas te demander en quoi consiste le métier de directrice technique parce que c'est un point qu'on va aborder tranquillement plus tard dans l'émission. Mais par contre, j'ai prononcé un autre mot qui est Summit. Et je veux bien que tu nous dises en quelques mots ce que c'est que le Summit, parce qu'en fait, c'est une structure à Sorbonne Université. Oui, alors Summit, déjà, ça signifie Sorbonne Université, Maison des modélisations, ingénierie et technologie. C'est une structure qui appartient à Sorbonne Université et qui est regroupée en différents départements techniques qui regroupent des ingénieurs de recherche qui vont travailler sur différents thèmes et disciplines avec d'une part les chercheurs pour avancer sur des développements et également ou avec des industriels du monde socio-économique. Donc c'est vraiment une volonté de l'université de s'ouvrir vers l'extérieur et de pouvoir amener des projets en collaboration avec des partenaires extérieurs et donc à travers ces métiers-là d'ingénieur de recherche dans Summit, de pouvoir mener à bien des projets qui peuvent mener à de l'innovation. Ok, très bien. Alors les auditeurs et auditrices les plus fidèles, ça leur rappellera peut-être quelque chose parce qu'on avait reçu dans la saison précédente Atman Bhatta, je crois que tu avais travaillé avec lui à un moment, et qui avait un peu mentionné ce genre de mission, le fait de être dans le monde académique, mais d'interagir avec des industriels. On va creuser un peu ça après, mais d'abord, bien sûr, comme toujours, on va laisser les auditeurs et les auditrices te découvrir, et puis on va revenir sur ton parcours pour comprendre un petit peu comment tu es arrivé à faire ce métier-là. Donc, est-ce que tu peux brièvement nous présenter, on va dire, ton parcours depuis le lycée jusqu'à ton premier poste permanent et puis on reviendra sur des points avec toi.
Ah oui, alors le lycée, donc ça date un petit peu hein, maintenant. Donc j'ai fait un bac scientifique, hein, donc à l'époque bac S. Et ensuite, j'ai fait une licence à l'université. Et à l'issue de la licence, j'ai intégré une école d'ingénieurs en maths appli, donc mathématiques appliquées, donc l'INSA de Rouen. Et durant ce cursus-là, à cette époque-là, il y avait les branches plutôt statistiques, finance, analyse numérique. Moi, je me suis plutôt orientée vers la branche analyse numérique. Et ensuite, après le diplôme d'ingénieur, eh bien, j'ai travaillé d'abord en tant qu'ingénieur dans l'aéronautique. Et ensuite, à l'issue de cette première expérience très enrichissante, j'ai décidé de revenir plus proche des mathématiques et j'ai candidaté à des postes d'ingénieur R&D. Donc c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup plu et voilà, j'avais voulu poursuivre là-dessus. Et j'ai candidaté à plusieurs postes et j'ai été acceptée à un des postes de l'INRIA de Sofia en tant qu'ingénieur R&D pour travailler avec des équipes de recherche. Ce qui m'a conduit ensuite, à la fin de ce poste-là d'ingénieur, à réaliser une thèse en fait en maths appli. C'est énorme, ton parcours, il ressemble vraiment pas au truc classique. Tu fais une licence pour intégrer une école d'ingé. Donc déjà, en général, les gens, ils font une classe prépa. Pourquoi t'as pas fait une classe prépa Eh bien, à l'issue du lycée et du bac, alors je me souviens pas exactement de toutes les pistes d'orientation qui étaient proposées. Moi, je me souviens que j'avais choisi d'aller à l'université. C'était vraiment un fil conducteur pour moi, les mathématiques. J'ai toujours aimé ça dans mes souvenirs. Et du coup, pour moi, c'était une suite assez logique. Donc, je me suis inscrite en licence. Arrivée en licence, j'avais pas du tout planifié à l'origine d'aller en école d'ingénieur. Donc, c'est pour ça que peut-être on se dit pourquoi. Alors, il y a plusieurs raisons. Hein. La première, c'est que le monde universitaire tel que je le voyais à ce moment-là, et vraiment de mon point de vue de jeune étudiante, finalement m'offrait pas tant de perspectives. J'avais pas du tout conscience des métiers possibles. Je n'avais aucune idée de tout ce qu'on pouvait faire avec les maths. C'est venu petit à petit avec le temps. Et du coup, j'avais vraiment l'image du professeur, en fait, de l'université. Et donc, pour moi, si je restais à l'université, j'allais passer le concours de prof. Ouais, c'était clair. Les gens qui étaient là, c'était ça. Il se trouve que par ailleurs, je travaillais aussi. J'ai cumulé pas mal de petits boulots qui m'ont aussi montré la valeur travail et le fait de se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais faire ensuite ? Et finalement, voilà, en regardant, en faisant le point, eh bien, l'école d'ingénieur, en fait, répondait à tous mes besoins à ce moment-là, de me dire, ça va être concret. Et il va y avoir des pistes de métiers qui incluent les maths, parce que j'avais envie de garder ce truc-là. Et donc, voilà, donc j'ai candidaté à l'INSA de Rouen, qui était assez proche dans ce que j'avais envie de faire. Et j'ai été prise. Et donc, voilà, j'y suis allée. Et comment t'en as entendu parler ? Parce que classe prépa, les écoles d'ingé, c'est on va dire, débouché naturel. À l'université, alors, moi, je suis responsable d'un parcours et donc, effectivement, on a beaucoup d'étudiants qui viennent nous demander des lettres de recommandation, donc ils savent que ça existe et le font. Mais c'est pas non plus le parcours le plus standard. Enfin, je dis pas qu'il y en a pas qui le font, quoi. Mais toi, comment t'en as entendu parler Ouais, alors je suis contente que tu poses cette question parce que, justement, surtout à cette époque-là où ça date un petit peu, les informations étaient quand même... fallait savoir, quoi. Franchement, fallait avoir les infos. Et j'avais quand même de bons résultats, j'avais de bonnes notes en maths. Et en fait, j'ai un peu cherché par moi-même, j'ai interrogé quelques profs. Et il y a un prof de la licence, je me
souviens plus très bien, voilà, qui m'a dit qu'il y avait ces pistes-là, mais qui voulait pas que je quitte l'université non plus. Non, on veut les garder, les bons étudiants en Voilà, général. qui voulait donc, pas que je quitte et qui m'a quand même fait, je me souviens maintenant, du coup, une lettre de recommandation. Et il m'a dit, mais ce serait quand même pas mal, voilà, que tu restes ici. Mais moi, je me suis dit, il faut que je voie autre chose. J'avais envie aussi de voir autre chose. Et puis, je voulais que ce soit concret. Et puis, il y avait vraiment cet aspect de perspective qui me manquait. Et il y avait pour moi qu'une voie possible, ce qui est totalement faux. Mais à ce moment-là, avec ce que j'avais en face, c'était comme ça. Ouais. Quand tu dis perspective, tu parles d'idées de métier plus vastes que la recherche et l'enseignement, c'est ça? Absolument. Je pense que quand j'essaye de me remémorer l'image que j'avais, et même les discussions que j'avais avec mes amis d'université, en fait, finalement, il y avait la voie très informatique, développeur, parce que c'était Math Info. Et il y avait ces profils-là qui se dégageaient en se disant, je vais faire de l'info, en fait. Donc, les maths, ça va être accessoire. Et il y avait le profil, moi, je vais passer le concours de prof, Agreg, CAPES. Et c'est tout. Et ensuite, mais en fait, les professeurs de l'université, donc là, dans ce que je dis là, ça s'adresse aux lycéens, mais il y a un double adressage également aux professeurs. Les postures que l'on prend, enfin, il y a tout un tas de choses qui fait que, en fait, on renvoie une image de ce qui est possible, de ce que la discipline va apporter. Et moi, clairement, à ce moment-là de ma vie, j'avais pas d'idée de ce que pouvaient donner les maths. Et c'est venu petit à petit, et puis en allant en fait explorer par moi-même, notamment en passant par l'école d'ingé qui m'a montré plein d'autres choses. Et même avec toutes ces autres choses que j'ai vues, j'ai encore mis beaucoup de temps à voir tout ce qu'on pouvait faire, et c'est venu vraiment petit à petit, quoi. L'interrogation que j'ai, moi, c'est qu'est-ce que tu imaginais du métier d'ingénieur avant de commencer l'école d'ingénieur? Parce que dans mon expérience, moi, j'ai fait une prépa, et à la fin de la prépa, j'ai passé des concours, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, ah oui, en fait, je suis en train de me diriger vers le métier d'ingénieur sans aucune idée de ce que c'était. Est-ce que toi, qui as fait le choix d'intégrer une école d'ingénieur, à ce moment-là, en 3e année de licence, tu avais une certaine idée du métier d'ingénieur, et est-ce que cette idée était validée par ton expérience dans le futur, ou est-ce que finalement tu t'étais imaginé complètement autre chose? Alors, je pense que à ce moment-là, je devais avoir une vague idée de ce qui était... je pense que j'avais projeté des choses dessus qui étaient pas forcément proches de la réalité. J'en ai fait l'expérience juste après. Donc, c'était bien. Mais clairement, quand j'ai opté pour cette option-là, je me suis dit, je m'étais aussi basée sur l'image que donnait l'école. Et parce que les écoles, en fait, elles font la promotion des métiers. Voilà. Et du coup, on voit des métiers par... alors à l'époque, c'était des fiches métiers, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas aussi diffusé qu'aujourd'hui, il n'y avait pas autant d'accès. Donc c'était assez parcellaire, en fait. Il y avait des bribes de choses qui ont dû à un moment donné me convaincre en me disant en fait ça répond au fait que j'aime cette discipline, et puis j'aimais l'informatique aussi. Moi, il y a eu vraiment ça a matché, quoi. J'aimais programmer, j'ai découvert en licence, et du coup l'école d'ingé, ça répondait à ce truc-là, et surtout ça donnait ça donnait autre chose que l'université. Il y avait quand même vraiment ce truc-là de l'université, ça emmène vers l'enseignement. L'école d'ingé t'ouvrira plus de portes. Donc j'ai suivi un peu ce truc-là, mais concrètement, avec le recul là aujourd'hui, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. C'est toujours comme ça. Hein. Voilà. Donc ça, après, c'est l'expérience de la vie. Il faut faire le truc. Sinon, on retombe sur nos pattes. Exactement. Sinon, on peut toujours se projeter des choses, mais à un moment donné, il faut faire. Ça montre aussi qu'en suivant tes goûts et tes envies, même si c'était flou,
finalement, t'as trouvé ta voie malgré le fait que tu la connaissais pas à l'avance. Absolument. Et ça, c'est un truc aussi dans mon parcours, après avec le recul, c'est que je me souviens par rapport à mes amis d'école qui avaient tous des références de personnes dans leurs entourages qui faisaient tel ou tel métier et du coup qui suivaient la formation pour faire tel ou tel métier. Moi, j'avais pas forcément toutes ces références-là et du coup, j'ai toujours choisi les orientations en fonction du contenu de ce que j'aimais faire. Et ça change, à mon avis, ça change quand même pas mal de choses. Et pour illustrer cet exemple-là, en école d'ingé, comme je disais tout à l'heure, il y avait vraiment la branche, à l'époque, finance, stats, et puis la branche analyse numérique que personne suivait. En gros, en tout cas, c'était tout le monde allait vers la finance. Ouais. C'était très à la mode. Et pareil, parce que les métiers étaient projetés. Ouais. Il y avait une image du métier où on va bien gagner sa vie, où ça reste des maths, mais... Et moi, j'avais pas, pour le coup, j'avais pas forcément de modèle là-dessus. Du coup, j'ai suivi ce que j'aimais. C'est pas mal comme concept. Donc, en fait, c'est bien. En fait, moi, ça m'a apporté de ne pas avoir forcément ce truc-là parce que j'ai suivi mon instinct, quoi. Donc voilà, c'est une partie positive de cette expérience. L'autre point, tu l'as un peu abordé, c'est le fait que tu as eu une expérience comme ingénieur et après, suite à ton expérience d'ingénieur, tu as fait une thèse. Souvent, c'est quand même dans la foulée. Alors oui, il y a des gens qui reprennent des thèses après, mais c'est loin d'être la majorité. Donc je crois que tu l'as quand même un petit peu révélé. J'allais te demander au début, est-ce que tu as eu finalement des désillusions et c'était une façon de t'en sortir ou c'est juste une opportunité et puis tu t'es dit, ok, on y va, ou un peu des deux peut-être. Disons que lorsque j'ai été donc ingénieur R&D à Sofia, j'ai vraiment apprécié de revenir, de remettre les mains dans le cambouis, enfin de mettre les mains dans le cambouis parce que j'avais pas vraiment d'expérience finalement. Et finalement, je sentais bien que vraiment pour moi, résoudre des problèmes mathématiques, suivre la modélisation, chercher à comprendre comment les choses fonctionnent, pour moi, c'était important de garder ça, en fait. Et donc, oui, je dirais que c'est un peu des deux, c'est-à-dire que, du coup, ça m'a donné envie de le faire. C'était pas facile de se lancer après, voilà, c'était pas facile parce qu'on se dit, là, c'est 3 ans, il va falloir c'est une reprise, une forme de reprise d'études. Mais comment t'as fait même concrètement ? T'as candidaté sur un... comment le projet s'est monté, quoi ? Oui, alors, il se trouve que j'étais donc dans une équipe de recherche à l'INRIA de Sofia. Et donc, je travaillais beaucoup sur le développement de méthodes numériques. Donc, tu étais ingénieur à ce moment-là. Exactement, j'étais ingénieure. Mais dans une équipe de l'INRIA, qui est un institut de recherche. Tout à fait. Et la chercheuse et le chercheur, enfin l'équipe en question, m'ont proposé en fait une thèse. C'est venu de ça. Ils m'ont proposé une thèse, mais ils m'ont dit attention, c'est pas évident d'avoir une bourse. Et donc, il vaut mieux aussi candidater dans d'autres choses. Et donc, voilà, petit à petit, le cheminement est venu. Ils ont semé la graine. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai candidaté sur plusieurs bourses. Et en fait, j'en ai eu plusieurs. Donc, j'ai eu le choix. Et ça, c'était chouette. Et donc, j'ai décidé de faire la thèse à l'INRIA de Paris. Voilà. Ouais, je précise que Sofia, c'est à Nice, donc on voit que tu as quand même pas mal bougé. C'est vrai. Oui. Tu as fait au moins Rouen, Nice C'est et vrai. Paris. Et l'université, tu nous as pas précisé où c'était ? C'était Villetaneuse, l'université en Île-de-France. Donc j'ai fait Rouen, j'ai fait Montpellier, j'ai fait Toulouse, Nice. Waouh. Et ensuite, retour à Paris. Et donc, retour à Paris, à l'INRIA de Paris. Et, alors, c'était quand même principalement à l'INRIA, mais également, au LJLL, Ouais. laboratoire Jacques-Louis Lyons.
Ouais, c'est une très juste remarque que tu fais là, Nina, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez commun dans nos parcours. Enfin, remarque, ça dépend des gens, mais enfin, moi c'est pareil, j'ai fait Lyon, Nice, Rennes. Voilà, c'est quand même, on trouve beaucoup de gens qui sont amenés à bouger pour les études. Donc la mobilité, ça fait partie un petit peu du jeu pour saisir des opportunités des fois. Voilà. Absolument. Ok, alors juste avant qu'on conclue cette partie sur ton parcours, est-ce qu'on peut revenir sur ta période en thèse? Parce que la thèse, c'est toujours un moment particulier, mais c'est encore différent quand tu as déjà eu une expérience de travail. On va dire que nous, quand on le fait dans la continuité de nos études, on est encore innocent, on n'a fait que réviser, faire des examens, on n'a pas connu le vrai monde avec un job, etc. Comment tu as vécu les choses, toi? Parce que tu avais déjà travaillé et quelque part, à moitié, tu revenais sur les bancs de l'école, même si bon, la thèse est un peu particulier, et tu découvrais le métier de chercheuse. Alors, je ne l'ai pas du tout vécu comme un retour sur les bancs de l'école. D'accord. Très, très loin de ça, parce que... et ça s'est vu... Enfin, je l'ai expérimenté tout au long de mon parcours. Encore une fois, pour moi, vraiment, les mathématiques, ça a toujours été un fil rouge. Mhm. Et lorsque je suis arrivée en thèse, j'appréciais vraiment ce que je faisais et je me sentais pas du tout dans un processus d'études, en fait. Absolument pas. Je me sentais plus dans une espèce de continuité. Et en fait, là où je dis, c'est quelque chose que j'ai expérimenté tout au long du parcours, c'est que depuis le lycée, vraiment, chaque année était plus agréable que l'année précédente. Parce que finalement, encore une fois, parce qu'on va vers ce qu'on aime, eh bien, ça a beau être plus dur, en fait, c'est plus sympa. Donc, finalement, c'est peut-être moins dur. Ouais, tu te spécialises et t'approfondis ce que tu aimes. Oui. Et du coup, la thèse, j'ai pas dit que c'était facile. Hein. Loin de là. Mais c'est vraiment loin de là. Mais c'était épanouissant, en fait, tout simplement. Donc on a envie d'y arriver. Et puis, on rencontre aussi des gens qui sont formidables. Et puis, on est tiré vers le haut sur plein de choses. On peut mettre en pratique des idées. On apprend. Enfin, voilà. Donc, la thèse, pour moi, je l'ai pas du tout vue comme une reprise d'études ni comme des études. Aussi parce que j'avais d'autres expériences qui faisaient qu'en fait, je voyais bien que ça pouvait ressembler en fait à d'autres métiers, tout simplement. Ok, vu qu'on aborde ta thèse, juste, est-ce que pour les auditeurs et auditrices qui sont là, tu peux nous raconter un petit peu ce qu'il y avait dedans, ce sur quoi tu as travaillé pendant tes années de thèse? Oui, alors je peux peut-être commencer par retrouver le titre. C'est pas mal ça. Donc le titre, c'était Analyse numérique et approximation numérique des équations à surface libre en eau peu profonde. Et c'était avec tes directeurs et directrices de thèse? Avec Jacques Sainte-Marie et Edwige Godlewski. Donc les travaux de cette thèse consistent à approcher numériquement des équations. Donc approcher numériquement des équations, ça veut dire essayer de trouver des solutions qui ne sont pas des solutions exactes, pour lesquelles on n'est pas capable de trouver une forme de la solution, comme on l'apprend à l'école parfois avec une méthodologie où on a une équation et on cherche une valeur X. Souvent à l'école, on nous apprend une méthodologie pour pouvoir trouver cette solution-là. Lorsque on veut représenter certains phénomènes dans le monde, comme donc là dans ma thèse, par exemple, mais il peut y avoir d'autres choses, c'est l'écoulement des vagues, par exemple, dans la mer, eh bien, les équations vont être un peu plus compliquées. On ne va pas chercher des valeurs, par exemple, comme X ou Y. On va chercher une fonction qui va prendre des valeurs en plusieurs points de l'espace, par exemple la mer, et à plusieurs temps. Et donc, cette fonction, pour toi, c'est la hauteur des vagues, par exemple. Exactement, voilà. Et donc, lorsque l'on étudie ce problème-là, on va caractériser ce qu'on cherche, on va leur donner des noms. Donc, par exemple, on va donner un nom à la hauteur des vagues, on va chercher éventuellement la largeur aussi de la vague, la vitesse à laquelle elle circule. Donc déjà, là, on vient de citer 3 inconnus.
3 fonctions inconnues qui, chacune de ces fonctions, est définie en fonction d'un point de l'espace. Donc vraiment, on imagine un point sur la mer et en fonction du temps, où l'on imagine un peu comme la météo, où on va se donner un état du système à un instant T, qu'on va noter comme étant l'instant initial. Et ensuite, on va regarder qu'est-ce qui se passe l'instant juste après. Et on va le faire en connaissant des caractéristiques sur des vitesses. Et ensuite, on va élaborer des méthodes et écrire des algorithmes. Donc ça, c'était vraiment la partie importante de ma thèse, pour essayer d'approcher ces solutions, pour essayer de les approcher et ensuite d'aller jusqu'à la simulation numérique. Et quand on en a la possibilité, eh bien, on peut même comparer des résultats. Et donc là, par exemple, il s'agissait, parmi les choses, il n'y avait pas que ça, de comparer des hauteurs d'eau qu'on connaît, qui ont été mesurées sur la côte du Chili, donc de manière très concrète par des bouées qui sont installées de manière permanente par l'Institut américain qui les met à disposition. Donc tout le monde peut aller les chercher. On connaît les coordonnées géographiques des points. Et en chaque instant, on connaît la variation de la bouée qui suit comme si on mettait une bouée, une vraie bouée, et on suit ces variations en hauteur. Et il se trouve que s'il y a un événement, par exemple comme un tsunami, eh bien, on va pouvoir utiliser ces données-là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et aller simuler le modèle, comparer les données obtenues par le modèle avec les données qui ont été recueillies en ces instants-là et en ces points sur, donc là, par exemple, sur l'océan. Et donc voilà. Et donc avec ça, on va éventuellement valider le modèle. Alors quand on dit valider, et voilà, ça se discute, la manière de valider. En tout cas, s'assurer qu'il ne fait pas trop n'importe quoi. Voilà. Pas mal déjà C'est comme ça. validation. Mais il y a même plusieurs niveaux de validation, parce qu'il y a le modèle qui essaye de se rapprocher de la réalité, mais il y a aussi nous qui essayons de nous rapprocher du modèle avec les algorithmes. Donc déjà, on a fait déjà deux essais de se rapprocher, voilà. Et puis il y a aussi ceux qui mesurent, qui essaient aussi, eux, de se rapprocher de ce qui est vraiment là. Donc, il y a aussi des erreurs de mesure. Donc, tout ça, c'est plein d'erreurs qui se cumulent et qui se cumulent. Et en fait, on essaie de raccrocher un peu tous les bouts et aussi d'estimer les erreurs qu'on fait, parce qu'on sait qu'on fait des erreurs. Donc voilà, et c'est en travaillant aussi avec les sismologues, notamment pour les tsunamis, qui, eux, vont être spécialistes de ce qui va se passer dans les failles au fond de l'océan, qui vont nous donner alors là, ça va être des fonctions qui font bouger les plaques tectoniques et qui, font bouger la surface de l'eau à un instant T0. Et c'est ce qui fait, ça peut être une des raisons d'un tsunami. Et donc là, c'est pour retrouver les valeurs des observations, eh bien, il y a encore ces données-là à connaître. Et donc voilà, ça fait plein de petites choses qui sont très concrètes et qui demandent à s'assurer que ce qu'on a écrit, ça marche, que les équations qu'on essaie de résoudre, elles ont du sens, qu'il y a des solutions, qu'elles sont stables. Et donc voilà, ça fait pas mal de choses, mais... Ok. Écoute, merci beaucoup. Tu nous as donné un beau panorama. On a compris un peu plus ce que tu as regardé pendant ta thèse. On va conclure cette partie et on va passer directement à ton métier. Donc, je l'ai évoqué au tout début. Donc, tu es directrice technique. Alors, je pense que je ne suis pas la seule à pouvoir dire que je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement. Donc, est-ce que tu peux nous dire ton métier, ça consiste à quoi? Et puis peut-être une façon d'y répondre. À quoi ressemblent tes journées? Oui, alors le métier de directrice technique dans une structure, c'est en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a une partie stratégique par rapport à la structure, parce on fait partie de la direction de la structure. Et donc, on va
on va participer, contribuer à la manière dont on conçoit une telle structure, quelle orientation on donne, comment on veut que ça fonctionne, etc. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut l'appliquer. On peut toujours donner plein de stratégies, mais ensuite, il faut les appliquer. Donc, directeur technique, c'est quelque chose d'assez opérationnel. Il faut qu'en pratique, on puisse mener à bien. Donc là, quand on parle de... on voudrait que les maths puissent servir à l'innovation, eh bien, il faut réfléchir à comment on peut faire. Il faut s'intéresser à ce qui se passe dans l'innovation. Il faut s'intéresser à comment ça peut s'appliquer concrètement. Il faut aller écouter des partenaires qui ne sont pas du tout mathématiciens et qui vont avoir des problématiques extrêmement concrètes et qui veulent toujours comprendre ce qui se passe. Des partenaires industriels, là, tu entends? Tout à fait, oui, des partenaires industriels. C'est une des vocations de Summit, qui n'est pas la seule, mais c'est une des vocations. Et donc, la charge du directeur technique, ça va être de faire en sorte de mettre en œuvre un peu ce qu'il faut pour que tout ça fonctionne. Et du coup, de gérer aussi une équipe d'ingénieurs de recherche pour monter des projets en collaboration avec des industriels et des chercheurs et pouvoir, un peu façonner comment va être le projet, quoi. Et donc, il faut déterminer le problème déjà. Donc, il y a une grosse partie de formalisation et de formalisation mathématique, puisque c'est vraiment notre métier. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Soit les gens, ils arrivent avec un problème déjà un petit peu ficelé et ils vous le donnent et ils vous disent comment vous pouvez le résoudre, j'imagine. Mais ça, c'est un cas super. La plupart des gens, ils ont une question juste très vague. Il faut même comprendre l'étape de mise sous forme de problème mathématique un petit peu plus formalisé. Oui, il y a plusieurs cas de figure. Il va y avoir des partenaires qui ont une idée vague du problème et donc ils vont nous décrire un peu ce qu'ils ont, les données qu'ils ont aussi, parce que souvent il y a aussi un enjeu avec les données, surtout maintenant. Il peut y avoir aussi des ingénieurs de recherche, voire des chercheurs de l'industrie qui travaillent sur des thématiques, des physiciens par exemple, et ils ont des modèles, mais il leur manque un petit peu la partie maths, où ils ont envie que ce soit plus rigoureux, où ils ont envie d'aller peut-être un peu plus loin. Et donc là, ils vont faire appel à nous en disant, on a ces équations. Donc ils ont déjà quand même une bonne idée, et puis est-ce que vous pouvez nous aider à bien les résoudre, ou comment valider ce qu'on fait aussi. Et donc ça, il y a vraiment une partie comme ça qui revient. Est-ce qu'on peut voir ça un peu comme une boîte de conseils de mathématiciens, du coup, qui vient en aide aux industries? Il y a du conseil, il y a une partie conseil, mais il y a aussi une partie collaboration, mise en œuvre avec des projets qui peuvent être longs. On a déjà eu une thèse. Donc, il peut y avoir ces parties conseil, mais elles sont minimes. C'est pas l'activité principale. D'accord. Mais oui, ça peut répondre à ce besoin de conseil en mathématiques de certains partenaires qui ont besoin d'avancer sur quelque chose ou de modéliser. Donc là, c'est une partie qui est assez intéressante, notamment parce qu'à force de voir des projets très différents, les mathématiques, c'est comme ça et c'est la beauté des maths, quoi, mais on retrouve des modélisations qui se recoupent, pour des applications qui n'ont rien à voir. Oui, on peut utiliser la même équation pour modéliser plein de problèmes différents. C'est ça. Je serais curieuse que tu nous donnes des exemples un peu différents de problématiques sur lesquelles tu as travaillé avec des entreprises. Alors, il y a un exemple là, qui peut bien illustrer. On a travaillé avec quelqu'un qui a une formation plutôt en thermique, qui travaille sur des écoulements de gaz dans des cavités, dans des choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui a écrit les équations avec son regard de thermicienne. Et en fait, on a travaillé avec elle pour pouvoir poser les équations plutôt d'un point de vue équations aux dérivées partielles,
avec une approche d'approximation numérique des équations. Donc là, c'est vraiment très proche de ce qu'on peut faire en mathématiques appliquées, notamment, par exemple, dans ma thèse ou d'autres choses. Ensuite, il y a un volet très analyse de données, surtout maintenant avec l'IA. Et ça, c'est l'autre illustration où on va avoir une entreprise que j'ai en tête qui va venir avec des données sur un phénomène et qui va nous dire, bah voilà, nous, on récolte les données tout le temps, mais on aimerait bien savoir comment on pourrait caractériser telle ou telle chose. Et donc, on va regarder avec eux comment faire. Ok. Alors, ils ont des capteurs, et parfois, on va aussi mettre en place un peu une approche de conseil où on va regarder, analyser le besoin avec eux. Et puis, on va leur dire, bah, en fait, il nous faudrait des capteurs là, là, là. Et eux, ils vont le faire. Ok. Et puis, on va pouvoir ensuite tester des choses, mais sous forme d'ingénierie quand même. Hein. C'est-à-dire que on va pas s'amuser à redémontrer les choses. Voilà la nuance aussi avec la recherche académique. On va aller chercher ce qui existe et on va dire, bah, ça, en fait, ça peut être approprié. Peut-être que ça n'a jamais été fait pour ce cas-là, mais peut-être que ça va marcher. Et on va essayer et on va implémenter. Et en plus, aujourd'hui, j'ai vraiment vu l'évolution de la façon de résoudre certains problèmes, par exemple, avec l'utilisation des données, parce que il y a beaucoup de librairies maintenant, notamment donc en Python, hein, qui permettent de résoudre des problèmes sur lesquels, il n'y a pas si longtemps, quand on avait à les résoudre, il fallait tout coder, hein, la méthode en entier. Ouais. Aujourd'hui, on peut utiliser des méthodes d'optimisation, par exemple, en boîte noire. On va venir les utiliser directement. C'est très très accessible en fait pour un ingénieur. Du coup, ça change aussi le métier quelque part et ça permet de venir tester des choses sur une nouvelle application. Ça permet d'aller explorer d'autres choses et ça a vraiment donné cette possibilité d'ouverture. Il faut accepter, hein, bien sûr, de faire confiance à ce qui est résolu, mais ça sert à ça, la recherche aussi. Et accepter de pas toujours aussi tout comprendre. Il faut savoir faire le tri et dire ça j'en ai besoin, je vais l'utiliser, je vais faire ça. Et donc c'est en ça que c'est un travail d'ingénieur. Ouais. Ok. Écoute, on va terminer cette partie sur ton métier. Merci beaucoup. On a vu que c'est très, très divers, en fait, les choses que tu fais. Alors, il y a deux choses qui m'intéressent. La première, c'est le fait que, finalement, quelque part, tu utilises quand même ta formation de scientifique, parce qu'il y a un moment où tu dois un petit peu comprendre les problèmes, peut-être même des fois mettre un peu les mains dans le cambouis. Est-ce que tu peux nous dire quelle fraction de ton temps ça prend, juste pour qu'on ait une idée? Parce qu'il y a plein d'autres aspects que tu as développés. Puis après aussi nous dire tout simplement quel est le point que tu préfères le plus dans toutes les tâches que tu as un peu évoquées. Sur cette fraction-là de temps à passer dans la partie très technique, peut-être 20% peut-être. Mais c'est quand même donc 20%. une part significative, même, enfin c'est un cinquième de ton temps où tu continues à faire un peu des sciences, quoi. Oui, parce que c'est nécessaire en fait aussi d'entretenir tout ça. Et puis à force de voir les problèmes, on va aussi plus vite à la lecture des sujets et des publications, etc. Donc on est plus large en fait sur les manières de résoudre un problème, sur les applications. Mais je dirais ça à peu près. Voilà, ça dépend vraiment Oui, de bien sûr. beaucoup de choses. C'est juste pour avoir un ordre de des grandeur. moments. Et alors, qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans tout ce que tu as un peu listé? C'est là aussi que c'est intéressant. J'ai pas pour le coup, ça dépend des moments, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu comme en thèse, quand il y a des moments où on n'a pas envie de rédiger. Enfin, moi, il y a eu des moments où j'avais envie de faire que du code. Il y a des moments où j'avais envie d'être que papier stylo. Il y a des moments où j'avais envie de rédiger. J'avais pas du tout envie de voir. Fallait pas me parler de code. Là, j'ai pas un truc en particulier qui ressort à fond. J'apprécie de passer d'un sujet à l'autre. Peut-être quand même ce que j'aime, encore une fois, c'est aussi le fil rouge, c'est peut-être justement la formalisation des problèmes que j'apprécie beaucoup.
Parce que C'est-à-dire c'est l'écriture en équation. Oui, et de formaliser vers quelle maths aussi ça renvoie. Qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi c'est si compliqué? Quelles compétences dans mon équipe je vais aller chercher pour ce problème-là qui est approprié. Voilà, oui, ça c'est l'étape, on va dire, juste après. Mais avant, il faut vraiment quand même comprendre quelle maths, en fait, quel type de modèle ça va aller mobiliser et pourquoi c'est compliqué aussi. Ouais. Ok, super. Et merci beaucoup Nora d'avoir partagé avec nous ton parcours et tu nous as fait découvrir un peu plus ton métier. Et donc pour tous les jeunes qui nous écoutent, parce qu'il y en a pas mal, voilà des perspectives, un exemple. Il n'y a pas que l'académique, il n'y a pas que l'enseignement. Voilà quelqu'un qui a un parcours scientifique et qui l'utilise dans son métier, même si ce n'est pas 100% de son temps. Donc merci encore Nora. Et puis on va passer aux cartes blanches. Donc Nina, on va commencer avec la tienne. De quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui ? Alors, pour cette chronique, je vais vous préparer pour vos futurs entretiens d'embauche. Mais on va revenir justement dans ce fameux monde académique puisque mes conseils ne s'appliqueront que si vous comptez vous présenter au concours pour devenir maître ou maîtresse de conférences en mathématiques et dans une université française. Donc, si vous écoutez le podcast depuis longtemps, vous savez que maître de conférence, c'est un métier qui est partagé entre l'enseignement à l'université et la recherche pour à peu près moitié-moitié. Si vous êtes intéressé par la recherche académique, il y a une autre voie possible qui est de devenir chargé de recherche dans un institut. Et là, vous ne ferez que de la recherche. Et donc, parmi les instituts, le plus connu est le CNRS, mais il y en a d'autres comme l'INRAE, l'INRIA, l'IRD. Je vous laisse taper tout ça dans un moteur de recherche. Et donc, on a des exemples de ça autour de la table. Nastasia, elle est 100% chercheuse à l'INRIA. Et toi et moi, Nina, on est maîtresse de conférence. Le petit détail qu'on peut quand même enseigner un petit peu. Tout à fait. Oui. Alors, les concours de chargé de recherche, je les connais moins, donc je n'en parlerai pas. Mais il me semble que les grandes étapes sont assez similaires. Donc déjà, enseignant-chercheur, c'est un métier qui est accessible après des études longues. Il faut déjà être diplômé à Bac+5 d'un master de mathématiques et ou d'un diplôme d'ingénieur. Et puis, l'étape d'après, c'est de faire une thèse, donc en 3 ans, qui est un diplôme, mais aussi un premier emploi, puisqu'on a des missions de recherche précises et on est payé. Et voilà, une fois que vous avez votre thèse, c'est parti, vous pouvez candidater au poste de maîtresse de conférence. Donc il faut savoir qu'au mieux, il va se passer 9 mois entre le moment où vous aurez votre diplôme de doctorat et le moment où vous allez être embauché. Et je vous spoil, souvent c'est quand même beaucoup plus long que ça. Donc la première étape, c'est de demander ce qu'on appelle la qualification. Donc il y a quelqu'un au Conseil national des universités qui va vérifier que vous avez les compétences requises pour faire ce boulot. Donc pour la plupart des gens, c'est une formalité, mais il y a quand même une date limite qu'il ne faut pas rater. Et la liste des postes ouverts au concours va être disponible à partir de début mars sur une page du ministère de l'Enseignement supérieur. Et alors en maths, on a un site web qui est public, qui regroupe pratiquement toutes les offres de postes, qui s'appelle Opération Poste, sur laquelle on trouve plein d'infos et de conseils. Et cette année, on y trouve la description de 64 postes de maîtres et maîtresses de conférences en mathématiques. Chaque poste vient avec un profil bien précis qui précise quelle est la thématique scientifique recherchée et les besoins en enseignement. Dès mi-mars donc, vous allez faire votre shopping parmi cette liste pour faire la liste des postes sur laquelle vous pouvez candidater. Donc, si vous ratissez large, que vous êtes dans une thématique bien représentée et dans une année faste, vous pouvez espérer avoir jusqu'à une 15aine de postes possibles pour vous. Pour chacun de ces postes, vous allez envoyer un gros dossier de candidature. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans ce dossier de candidature ? Donc, vous mettez un CV bien garni qui liste absolument tout ce que vous avez fait dans votre vie. Vous mettez les rapports que les experts ont fait sur votre thèse, même si ça n'apparaît pas dans la liste des pièces officielles, il faut le faire. Vous mettez un descriptif des travaux que vous avez fait en thèse, et puis comme la plupart du temps, vous avez fait plusieurs années de postdoc, vous décrivez aussi les travaux que vous avez fait après votre thèse en postdoctorat. Et enfin, vous écrivez un projet de recherche de plusieurs pages qui explique ce que vous comptez faire dans les années à venir si vous décrochez le poste. Personnellement, je conseillerais de rajouter une vraie partie sur l'enseignement parce que ça représente quand même la moitié du boulot. Et aussi quelques passages qui montrent que vous vous êtes un minimum renseigné sur le poste sur lequel vous candidatez.
personnaliser un peu votre dossier. Voilà. Quoi. C'est moins important en mathématiques que dans d'autres domaines, mais enfin, quand même, c'est de bon ton, ne serait-ce pour vous que d'être sûr de voir que vous vous projetez dans ce poste, de vraiment vous être renseigné et donc de le dire. Petit tips, je me permets de t'interrompre. Un truc qui est utile pour ça, c'est l'HCERS. Donc, c'est chaque, je ne sais plus combien d'années, les labos sont visités et à la fin, il y a un rapport qui est produit, qui explique l'équipe, etc. Moi, j'avais été lire l'HCERS du laboratoire Jacques Williams parce que c'est là où on trouve plein d'infos sur les directions de recherche, quel membre est dans quelle thématique. Et donc, j'étais allée piocher là-dedans des informations pour personnaliser mon dossier quand j'ai candidaté. Super idée. Une fois que vous avez fait tout ça, vous obtenez un petit pavé bien digeste de facilement 20 pages. Alors, qu'est-ce qui va arriver à votre dossier ? Il va atterrir entre les mains de ce qu'on appelle un comité de sélection. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, il faut savoir que pendant que vous êtes en train de stresser sur votre avenir, nous, du côté des laboratoires, nous stressons, bon, quand même un petit peu moins, de réussir à recruter une future collègue qui sera aussi excellente que sympathique. Donc, toutes ces candidatures, elles vont être examinées par un groupe de typiquement 12 personnes, dont la moitié sont extérieures au laboratoire dans lequel vous candidatez. Donc, les dossiers vont être répartis entre les membres du jury et chacun sera lu en détail par au moins 2 experts. Ensuite, il y a une réunion où on discute longtemps et beaucoup de ces dossiers, on les compare et puis à la fin de cette longue journée, le comité va sélectionner parmi des dizaines et des dizaines de dossiers reçus un petit nombre d'heureux élus qui sont retenus pour la suite du processus de sélection. Donc ça nous amène mi-avril où commence l'ascenseur émotionnel avec l'arrivée ou non des convocations pour les auditions. Donc les auditions, c'est ce qui se rapproche le plus d'un entretien d'embauche dans notre métier, mais alors ça ressemble pas du tout aux entretiens d'embauche des films et des séries, qui sont les seuls autres que je connais. Donc cette audition, c'est assez court, autour de 30 minutes. Donc, le jour J, à l'heure dite, vous voilà dans le couloir d'un labo de maths en train de vous ronger les ongles. La porte s'ouvre et vous entrez face au jury au grand complet. Vous connaissez quelques visages, mais la plupart, non. Vous allez faire un topo sur votre parcours, vos recherches, vos enseignements, votre projet d'intégration dans le laboratoire. Puis vient la séance de questions tant redoutée. Donc les questions, il n'y a pas vraiment moyen de savoir à l'avance sur quoi ça va tomber. Ça va vraiment dépendre des endroits et des gens dans les comités. Donc il y en a une bonne partie qui vont porter sur votre recherche de manière plus ou moins pointue. Mais vous pouvez très bien, à brûle-pourpoint, avoir à répondre à une idée de projet pour un groupe de L3, comment motiver cette notion à des L1, ou une question un peu vicieuse pour voir si vous connaissez bien le poste sur lequel vous candidatez. Vous faites de votre mieux pendant à peu près 10-15 minutes et puis voilà, c'est fini, vous êtes de retour dans le couloir. Alors cette fois-ci, vous allez attendre moins longtemps parce que le jury délibère, il y a encore de grandes discussions et il établit un classement. Et ce classement est en général assez rapidement publié sur le site dont je vous parlais, Opération Poste. Donc la plupart du temps, la personne qui est classée première va prendre le poste. Mais il peut très bien arriver qu'il y ait des sortes de jeux de dominos et que vous appreniez quelques semaines plus tard que vous avez un poste à cet endroit et que vous allez faire votre rentrée en septembre. Donc là, je vous ai donné le parcours complet des heureuses recrutées. Mais je dois vous dire quand même en toute transparence que ces concours sont vraiment très difficiles et qu'il y a bien plus de candidatures que de postes ouverts. On peut très bien n'avoir aucune audition ou très peu et il est assez rare d'avoir un poste du premier coup. Ça fait que beaucoup de gens candidatent plusieurs années de suite et font des post-doctorats à différents endroits et sur différentes thématiques pour à la fois enrichir leur dossier et accessoirement faire bouillir la marmite. Alors, de nos jours, je pense qu'il n'est pas raisonnable de se lancer dans une thèse en pensant qu'on aura automatiquement un poste de chercheuse ou d'enseignante-chercheuse. Il faut réfléchir à d'autres possibilités de carrière, dans l'industrie, dans l'enseignement. Il y en a plein, comme vous l'avez découvert aujourd'hui. Et il faut savoir qu'actuellement, les docteurs en maths s'en servent vraiment bien sur le marché du travail. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'une spécificité des mathématiques en France, qui est ce qu'on appelle la règle de non-recrutement local. Et on revient un peu à ce dont on disait, la mobilité fait partie du jeu. Donc cette règle, elle vous dit que si vous avez fait votre thèse dans un laboratoire, vous ne pourrez pas
être recrutée maîtresse de conférences ou chargée de recherche dans ce même laboratoire. Vous devez changer de labo. Qui dit changer de labo dit souvent changer d'université. Qui dit changer d'université dit souvent changer de ville, voire de région. Il faut savoir que cette règle, elle est aussi appliquée quand on candidate pour une promotion, c'est-à-dire pour devenir professeur des universités ou directrice de recherche, qui constitue aussi un concours qui suit les grandes étapes que je vous ai décrites. Alors, je vais vous citer là la synthèse nationale et de prospective sur les mathématiques qui a été publiée en novembre 2022 et qui se félicite de cette règle. J'ouvre les guillemets. Le non-recrutement local a permis d'irriguer le territoire entier avec des mathématiciennes et des mathématiciens de premier plan. Il a favorisé les transferts et les échanges de connaissances et est une des raisons de l'excellence mathématique française. Carrément. Alors, un autre argument souvent avancé est que le non-recrutement local évite le scénario cauchemar où les thésards et les maîtres de conf d'un labo seraient poussés à accepter tout et n'importe quoi dans l'espoir d'être recrutés ou promus dans ce même laboratoire. Quelque part, cette règle garantirait l'objectivité du recrutement et le bien-être au travail. Alors exactement au même moment, en novembre 2022, a paru les résultats d'un questionnaire intitulé « Mixité, mobilité et parité à l'université » qui avait été relayé dans les laboratoires et qui a reçu plus de 700 réponses, ce qui me semble vraiment un nombre important. Et là, on découvre, dans le passage sur la règle de non-localité, que la communauté mathématique est en fait vraiment divisée sur cette question qui est loin de faire l'unanimité. Donc 41% des personnes qui ont répondu sont défavorables à la règle de non-localité au moment de la promotion. Et à ça s'ajoutent 16% supplémentaires qui y sont défavorables tout court, que ce soit pour le recrutement à la promotion ou le recrutement en début de carrière. Si on regarde les 43% de personnes qui sont complètement favorables à la règle de mobilité, on trouve que les hommes sont surreprésentés, ainsi que les personnes qui ont déjà été promues et qui ne sont plus concernées par cette question. Je vous laisse vous faire votre opinion là-dessus. Voilà. Alors, je pense que tout le monde imagine bien que déménager toute sa famille et toutes ses habitudes pour une promotion, c'est un choix de vie qui parfois n'est pas possible ou dont on n'a pas du tout envie. Alors, ça mène à des discussions absurdes du type « Oui, mais bon, tu n'es pas obligé de déménager, ce poste est à 150 km. C'est seulement 2 heures de train et tu n'es pas obligé d'y aller tous les jours. » Ça fait vraiment rêver. Alors, il y a même un mot, turboprof, qui désigne les chercheurs et les chercheuses qui vont travailler en TGV. Alors, tout le monde connaît des couples d'enseignants-chercheurs qui sont écartelés entre 2 labos, parfois très distants, et on se répète, pour se rassurer, l'histoire légendaire de ces 2 personnes qui ont réussi à avoir un poste en même temps et au même endroit. Alors, pour conclure, peut-être sur une note un peu plus positive ou ouverte, je dirais que cette règle est en train de s'assouplir au moins au moment de la promotion, et principalement au moment de la promotion. Donc, plusieurs laboratoires ont décidé ces dernières années de promouvoir en interne certains collègues et ils ont mis en place des garde-fous pour que cela soit fait à la fois objectivement et sans détériorer l'ambiance à l'intérieur des laboratoires. Et j'ai aussi découvert en préparant cette chronique que ça bouge aussi du côté de l'ISMI, qui est la branche du CNRS des mathématiques et qui semble être en train de découvrir que nous sommes aussi des êtres humains. En fait, je pensais que l'INSMI était vraiment extrêmement rigide sur cette règle. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai 2 ans de retard. Donc, en septembre 2022, le conseil scientifique de l'INSMI émettait cette recommandation lapidaire. Le principe de mobilité est crucial lors du premier recrutement et participe au brassage scientifique dans la suite de la carrière. Point. C'était fini. Mais un peu plus de 2 ans plus tard, il y a une recommandation émise par ce même conseil qui ne fait plus de lignes mais 5 pages et qui se conclut par « Nous recommandons que des recrutements locaux pour des promotions puissent avoir lieu conditionnellement à une réflexion de long terme organisée au sein du labo. » Donc, on voit quand même une évolution qui est modérée, mais qui est quand même présente. Et puis, on verra bien comment cela est repris par les instances, parce que c'est juste un conseil qui a écrit cela. Alors, pour conclure cette chronique, j'encourage toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans la carrière d'enseignant-chercheur à avoir de la patience et du réalisme. C'est un beau métier, mais il faut quand même être conscient qu'on n'y accède souvent qu'après plusieurs déménagements
et à l'âge moyen de 34 ans. Bon courage. Merci Nina. Bon, c'est super. En tout cas, tu as très bien résumé le processus de recrutement. Donc, c'est génial. Ça fait une ressource où je pourrais directement pointer les gens. Si vous voulez vraiment tous les détails de comment le concours se passe, allez écouter l'épisode. Donc, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur Opération Poste. C'est public et il y a vraiment plein de choses. Ça peut permettre d'avoir un aperçu à la fois du calendrier, du nombre de postes, des choses à faire, etc. etc. Ok, eh bien, merci beaucoup. Et donc, on va passer à ta carte blanche à toi, Nora. De quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui ? Alors, je vous propose de vous parler d'un problème assez concret qui fait appel à des maths et de l'info. Et voilà, de vous donner une petite idée de comment on peut résoudre ce problème. De quoi il s'agit ? Il porte le nom d'attribution d'auteur. Qu'est-ce que c'est l'attribution d'auteur ? Ça consiste à chercher l'auteur d'un texte que l'on a. Et pour répondre à cette question, eh bien, on peut déjà poser le problème un peu plus formalisé. Donc, on va partir de certaines hypothèses et on va se dire qu'on a une liste d'auteurs comme si on avait un catalogue d'auteurs. Et pour un texte dont on ne connaît pas l'auteur donné, eh bien, on va chercher par qui il a été écrit. Cette problématique intéresse de nombreuses personnes, en fait, de nombreux domaines sont intéressés par ce sujet. On peut le rencontrer chez les linguistes qui font à la main des analyses sur les textes pour essayer de caractériser des profils ou d'identifier des choses. Dans la cybercriminalité aussi, on peut être amené à chercher qui se cache derrière un texte. Dans le plagiat, aujourd'hui, c'est aussi des questions qui reviennent souvent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, lorsque l'on écrit, tout le monde, on laisse des traces de notre identité. Le genre, facile. La catégorie sociale, on peut laisser ça. On peut laisser des traces sur sa langue maternelle. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que, oui, un linguiste ou quelqu'un en sciences humaines et sociales, un sociologue, un spécialiste à la lecture d'un certain nombre de textes peut identifier par son expertise plein de petits éléments dans un texte cachés, qui sont absolument complètement implicites et qui vont révéler des choses sur la personnalité, le parcours de gens, des choses dont on soupçonne parfois pas. Et si on utilise des techniques d'analyse de données, donc là, on fait appel uniquement à des nombres et à des maths, eh bien, on peut aussi faire ressortir ces petits éléments dans les textes et faire parler, en fait, le texte et éventuellement même aller trouver des choses que même l'expert linguiste, des choses auxquelles il n'avait pas pensé. Donc ça, c'est super fort et ça peut être passionnant. C'est puissant. Ouais. C'est puissant. Ouais. Et il y a des techniques qui sont abordables. Et donc, je vais juste décrire un principe général parce que il y a vraiment une énorme littérature là-dessus. Tous les lycéens qui nous écoutent peuvent aller regarder comment ça fonctionne. Vous allez trouver des choses qui sont qu'on peut comprendre et d'autres beaucoup plus compliquées qui demandera peut-être les 8 années. mais je vous promets que vous pouvez trouver des choses qui sont très faciles. En plus, dans 8 ans, ça aurait changé. Ah oui, par contre, oui. Il est possible qu'on soit sur d'autres méthodes encore. Et donc, le principe général, c'est qu'on va essayer de faire apprendre à un algorithme des marqueurs qui sont visibles dans un texte. Et pour ça, il nous faut d'abord, donc c'est une hypothèse assez forte, un catalogue de textes avec l'auteur dont on connaît la réponse. Oui. Donc lui, on connaît. On a le catalogue, on a un texte, un auteur, un texte, un auteur. Et tout ça, ça va faire partie de notre espèce de catalogue avec lequel on va apprendre. Ensuite, on va construire un algorithme qui va prendre en entrée
un texte. Donc, prenons par exemple un poème d'un auteur. Il va prendre son poème et de la même manière il va prendre son poème et il va lui appliquer une fonction. Et on va donner la forme de cette fonction. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver dans la littérature. On ne va pas l'inventer. Enfin, on peut, hein, mais là, on ne va pas l'inventer. On va imaginer des fonctions qui peuvent être compliquées, mais dont on connaît la forme. On connaît la forme, on ne cherche pas à savoir pourquoi on a pris cette forme-là. Et cette fonction-là, donc contrairement par exemple à l'explication de la thèse tout à l'heure, où on va chercher des fonctions, là, on a la forme de la fonction. Ce qu'on n'a pas, c'est certaines valeurs qui sont des paramètres de cette fonction. AX plus B, la fonction AX plus B, on sait donner la forme, mais on peut se dire, je ne connais pas A et B. Oui. Et donc, on va demander à la machine, un peu comme un étudiant à qui on demanderait d'apprendre par cœur plein de choses, on va lui dire, regarde tous les poèmes de l'auteur A, et avec une fonction dont je te donne la forme, essaye de me trouver les valeurs qui peuvent faire ressortir certaines caractéristiques. Et si l'étudiant, selon le chemin qu'il prend, il peut tester plein de valeurs pour A et B. Donc, évidemment, vous imaginez bien que derrière, il y aura des méthodes très robustes qui vont le faire. Mais en fait, faut vraiment s'imaginer que la machine, elle va chercher les valeurs, chercher toutes les valeurs possibles. Donc, il y en a énormément. Évidemment, on ne parle pas d'AX plus B. On est bien d'accord, mais c'est vraiment pour donner l'accès et dire que derrière, ce n'est qu'une fonction avec des opérations qui sont quand même des opérations élémentaires qu'on combine et qu'on compose, etc. Et donc, on va essayer de caractériser les auteurs et on va construire une machine. Donc, ceux qui ont envie d'aller voir plus loin, on a par exemple des auto-encodeurs qui peuvent faire ça. Et ça, c'est pour ceux qui ont envie d'aller chercher dans la littérature. Et donc, ces algorithmes-là vont apprendre un peu à écrire à la manière de l'auteur A. Et comme on va en construire autant qu'il y a d'auteurs, on va se construire un peu un nouveau catalogue IA qui, lui, le fait de manière artificielle. Et ensuite, lorsque on a fait l'entraînement, donc ça y est, comme on aurait demandé à un étudiant d'apprendre par cœur, il ne faut pas faire ça, parce que ça va être très long. On va, donc chaque modèle ou algorithme va être construit, ça y est, il est construit, il est entraîné, ça y est, c'est figé. Et ensuite, on va chercher un nouveau texte et on va venir le donner à toutes ces fonctions. Et on va chercher lequel est le plus proche. Et si celui qui sera le plus proche, eh bien, on va estimer que c'est probablement l'auteur du texte. Et donc voilà, grosso modo, c'est un peu un principe qui revient dans les méthodes d'IA en général et qui permet avec l'aide de données, quelque part un peu en apprenant par cœur. Donc c'est là que voilà, c'est toujours très... ça peut paraître intriguant de l'extérieur, mais il faut creuser ensuite. Eh bien, on peut retrouver des résultats et obtenir des choses qui sont très robustes et qui sont très performantes. Donc là, j'ai vraiment donné un exemple et tout le monde pourra aller voir. Mais c'était aussi pour montrer aussi cette problématique de texte où on laisse des traces que je trouvais intéressantes. Et aussi, notamment pour les lycéens qui nous écoutent, pour faire comprendre que, par exemple, écrire avec des IA comme ChatGPT, en fait, c'est très facile de le calculer, que ça a été écrit avec. De détecter. C'est extrêmement, du coup, ça devient très facile si on voit un peu comment on peut déterminer comme ça des auteurs. Surtout qu'avec ChatGPT, c'est facile de générer. Bien sûr. Donc, le catalogue... il est là, quoi. Et donc voilà. Et donc le petit message aussi à passer aussi pour les lycéens qui vont se lancer dans les études, c'est de continuer à rédiger parce que en fait rédiger c'est une façon aussi de construire sa pensée. Et si on laisse des traces dedans de notre identité, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait ça fait partie de notre façon de raisonner aussi et
et d'avancer. Et donc, c'est vraiment une étape qui est très importante. Et sachez qu'on le voit quand c'est pas écrit par vous, ça se voit et c'est moins intéressant aussi. Tout à fait. Voilà. Donc, on le voit beaucoup dans les rapports et dans les... Oui, tout ce qui est généré. Oui, voilà. Waouh, De motivation. c'est ça. Très intéressant. Merci beaucoup Nora, c'était extrêmement intéressant. D'abord, on a appris un petit peu des aspects scientifiques liés à ces questions linguistiques, des aspects mathématiques. Puis en plus, tu soulèves des questions philosophiques finalement. Donc c'était top, super. On va tranquillement se diriger vers la fin de cet épisode et on va passer aux recommandations. Est-ce que tu as des recommandations culturelles pour nos auditeurs et auditrices ? Oui, il s'agit d'un livre écrit par Antoine Oulou Garcia et qui s'intitule « Il était une fois le zéro », qui raconte comment le chiffre zéro a disparu, a réapparu et dans notre système de numérotation. Et je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Ça nous fait voyager dans le temps et aussi en espace. Et puis ça nous montre à quel point, en fait, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est parce qu'on en a besoin. Et ça, c'est aussi une belle lecture que je vous recommande. Super, un livre de plus à ajouter sur la liste de lecture. Et Nastasia, tu as une recommandation supplémentaire ? Oui, écoute, et complètement par hasard, c'est très raccord avec la chronique de Nora, parce que c'est un jeu qui permet d'appréhender un petit peu comment marchent les algorithmes d'intelligence artificielle. Un jeu qui marche grâce à un mécanisme d'informatique, de ce qu'on appelle l'informatique débranchée, donc qui se fait sans ordinateur et qui permet juste de comprendre et d'appréhender comment peut bien marcher un algorithme. Et donc là, il s'agit du jeu de Nîmes, qui est un jeu où on a un certain nombre d'allumettes sur la table, ou de stylos, ou de petits bâtons, et chacun des deux joueurs en prend à son tour soit un, soit deux, et le but est d'être celui des deux qui prendra le dernier. Donc c'est très simple comme règle du jeu. C'est le jeu de Fort Boyard. Oui, voilà, c'est le jeu de Fort Boyard. Et donc, Il faut prendre le dernier ou ne pas prendre alors, il y a le deux dernier. variantes. Là, je vais l'expliquer avec il faut prendre le dernier. Mais effectivement, on peut faire la même chose avec les On jeux. reconnaît souvent, les ceux qui références, regardaient hein. Fort Ouais, Boyard c'est quand elles ça, étaient c'est ça. enfants. De la Voilà, nourriture les références. culturelle. Et là, vous allez voir que vous pouvez entraîner vous pouvez vous-même retrouver un algorithme qui est l'algorithme gagnant. Parce qu'en fait, il y en a un qui est assez facile. Par exemple, s'il en reste 3 sur la table et que c'est ton tour, Nathalie, tu vas perdre. Parce que si tu en prends un, j'en prends 2 et je gagne. Si tu en prends 2, j'en prends 1 et je gagne. De même, s'il en reste 6, je peux m'arranger pour que ce soit à la fois ton tour quand il en reste 3 et donc répéter la dernière étape. Et donc là, c'est un jeu, une simulation d'intelligence artificielle qu'on peut expérimenter à la Maison Poincaré, qui est un musée des mathématiques, et que vous pouvez aussi très facilement répéter chez vous. Donc je vais vous mettre des liens en description qui vous expliquent comment on fait. Mais en gros, le but du jeu est de simuler par le hasard les décisions que pourrait prendre l'ordinateur. Donc au début, il va jouer complètement au hasard. Et au fur et à mesure de chaque partie, si la partie est gagnante pour lui, on va le récompenser en lui disant les mouvements que tu as faits, les décisions que tu as prises sont bien. Donc on va l'encourager à les reprendre. Et donc ces encouragements vont se matérialiser à l'aide de petites billes qui seront d'une couleur si jamais il avait pris 2 allumettes et d'une autre couleur s'il en a pris une. Et donc en le récompensant à chaque fois qu'il gagne une partie et en le pénalisant à chaque fois qu'il en perd une, donc ce jeu va se matérialiser où il y a un des joueurs qui va jouer le rôle de l'ordinateur, donc jouer au hasard, mais au fur et à mesure prendre les meilleures décisions au fur et à mesure qu'il gagne des parties. Et donc, en répétant un certain nombre de parties, vous allez voir que vous allez accumuler les billes des bonnes couleurs pour les bonnes décisions. Et donc j'explique ça de façon un petit peu rapide, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, avec un certain nombre de parties, vous allez réussir à découvrir quel est l'algorithme gagnant qu'on a décrit au début du jeu, et qu'avec des décisions qui sont au début prises complètement au hasard par l'ordinateur, qui est joué par un humain, vous allez converger vers une stratégie gagnante et l'ordinateur va devenir imbattable. Et ça permet d'un petit peu appréhender comment ça peut bien marcher, les algorithmes de récompense. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mécanisme d'apprentissage par renforcement.
Waouh, la coordination hasardeuse est parfaite. Et donc, c'est un jeu qu'on peut faire à la maison, que moi je recommande. J'ai essayé hier soir dans ma chambre et ça marche très très bien, avec des petites boulettes de papier de couleur qui simulent un petit peu les différentes décisions qu'on peut faire prendre à l'ordinateur. Et des petits bâtonnets. C'est très très simple à mettre en place et je pense que ça marche à tout âge, dès 5-6 ans. Ça peut être intéressant, mais même pour les lycéens ou pour moi, ça permet d'un petit peu appréhender comment ça marche. Très bien, et ben investissez dans des boîtes d'allumettes et des petits morceaux de papier et vous allez voir, vous allez bien vous amuser. Super, ben merci beaucoup Nora, merci Nastasia pour ces superbes recommandations. L'émission touche à sa fin et comme toujours, on va se quitter avec la traditionnelle question de fin. Nora, qu'est-ce que tu souhaites accomplir ? J'espère continuer à garder ce fil rouge des mathématiques dans ma vie en général et également continuer à contribuer à apporter des choses dans les métiers qui sont des ponts entre la recherche et l'innovation et également à pouvoir montrer aussi d'autres voies possibles qui peuvent être intéressantes, notamment pour les docteurs qui ont toute leur place dans ce type de métier. Je crois que c'est déjà pas mal. Eh bien, écoute, c'est tout ce que nous te souhaitons. Alors, merci infiniment. Merci beaucoup pour ta présence à nos côtés. C'était vraiment hyper intéressant. Donc, merci pour ton partage. Merci. Et évidemment, comme toujours, merci à mes acolytes du jour, Nina et Nastasia. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à toi, Nathalie. Merci, c'était vraiment un plaisir. Et merci également à vous, auditeurs et auditrices, d'être restés jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, même si vous nous écoutez traditionnellement par d'autres canaux. Ça prend très peu de temps, mais je n'arrête pas de le répéter, ça aide énormément. Donc, allez le faire. Et n'hésitez pas également à vous rendre sur la chaîne YouTube du podcast pour aller liker, commenter. Ça donne plus de visibilité. Et un autre truc qui marche très bien, n'hésitez pas à faire du bouche à oreille et à recommander le podcast si vous entendez des jeunes dans votre entourage qui sont potentiellement intéressés par des carrières scientifiques. Voilà un bon endroit où ils peuvent aller prendre des informations, d'autant plus avec la chronique de Nina d'aujourd'hui. Donc, comme toujours, c'était un plaisir. À bientôt dans le prochain épisode.